Bonjour, je suis Dan Jacob et je suis l'invité cette semaine sur le balado L'Histoire s'écrit. The Montreal Canadiens select The Montreal Canadiens are proud to select Jesperi Kotkaniemi, Ryan Poehling, Cole Caulfield. Bonjour à tous et bienvenue à l'Histoire s'écrit, le balado officiel des Canadiens de Montréal, axé sur les espoirs de l'organisation la plus légendaire du sport professionnel. L'Histoire s'écrit est présentée par Tricolore Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le tricoloresport.com et entrez le code promotionnel Histoire CH10 lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10 sur votre achat. Il y a de la belle marchandise. On peut aller trouver des chandails de Jeff Petrie qui va gagner le Norris probablement ou Tyler Toffoli qui va peut-être gagner le trophée Maurice Richard. Ça se trouve sur le tricoloresport.com. Notre invité cette semaine, c'est Daniel Jacob, entraîneur adjoint du Rocket de Laval. Écoute, j'adore parler à Daniel. Il est en charge des défenseurs chez le Rocket, mais en ce moment, évidemment, avec Alex Burrows à Montréal, il y a un peu plus de responsabilité. C'est un gars très intelligent. Il a joué en Serbie. En tout cas, on va rentrer là-dedans. Il va nous parler des espoirs. Il va nous parler de sa carrière et de sa vie. On a hâte de lui parler. On passe immédiatement aux questions. Comme d'habitude, on a plusieurs questions au sujet des espoirs du Canadien. Celui qu'on entend toujours, c'est au sujet du dénommé Cole Caulfield. On va en prendre un. Veut savoir, FRT32 veut savoir le potentiel de Caulfield dans la Ligue nationale. Écoute, c'est très difficile à dire. En ce moment, on sait que Cole Caulfield a une meilleure deuxième saison que des joueurs comme Thomas Vanek ou Johnny Gaudreau, Monsieur Hockey, comme on dit. Donc, on pourrait peut-être même dire que Caulfield, c'est Monsieur Hockey. Mais oublions ça pour le moment. Ce que moi, je sais, c'est que Cole Caulfield peut compter sur un avantage numérique dans la Ligue nationale en ce moment. Et c'est quelque chose qu'il a axé tout son entraînement cet été. Il a vraiment mis un focus sur son tir. Il savait que l'année passée, il ne comptait pas tous ses buts qui rentraient contre des gardiens de collégial. Il savait qu'il n'allait pas tous rentrer contre un gardien de but de calibre Ligue nationale. Donc, cette année, on a vu un joueur qui comptait des buts, là, qui allait rentrer dans la Ligue nationale. Donc, c'est très encourageant. On sait aussi il travaille fort du côté défensif. C'est ça qui va le garder dans l'alignement. Oui, les buts en avantage numérique vont le mettre dans l'alignement, mais il travaille fort, va le garder là. Donc, on sait que du côté défensif, c'est pas ce qu'il y a le plus fort dans le jeu de Caulfield, mais il travaille très fort de ce côté-là et on sait qu'il fait mieux. On voit vraiment il se débat comme un diable dans l'eau bénite du côté défensif. Donc, c'est très encourageant du côté de Caulfield. Je dirais, là, soyons réalistiques. Tu sais, 20 à 30 buts, ça serait vraiment le fun. Je sais que plusieurs personnes vont dire 20 à 30 buts. Mais donnons un peu de temps à Cole Caulfield de s'acclimatiser au hockey professionnel. Oui, il compte des buts dans le collège, mais il faut qu'il devienne un professionnel. Ça, c'est plus qu'être juste un bon joueur sur la patinoire. Donc, qu'on ait un peu de patience, qu'on lui donne le temps de s'acclimatiser au hockey professionnel. C'est ça qui va être le plus important lorsque ça vient à Cole Caulfield. N'oublions pas, là, je n'essaie pas de le comparer, mais Guy Lafleur, ça y a pris quand même quelques saisons avant de débloquer et de devenir le meilleur compteur de l'histoire du Canadien. Bon, OK. Donc, on donne un peu de temps à Cole Caulfield. Oui, c'est excitant, mais moi, je pense, oui, il pourrait rentrer dans la Ligue nationale très bientôt et il ne serait pas hors de place. On m'a demandé aussi, l'autre question que j'entends très souvent, oui, on est excité au sujet de Cole Caulfield, puis on devrait l'être. Là. Il va gagner le Hobey Baker, puis s'il ne gagne pas, ben, je vais probablement chialer sur l'Internet. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Mais à part de ça, ce que j'entends le plus souvent, le monde me demande qu'est-ce qui se passe avec Ryan Poehling? Bon, ça tombe bien parce que la question a été posée la semaine passée. C'est drôle comment que les choses changent en une semaine. Ou ce que j'ai été demandé il y a 2 semaines. La semaine passée, Poehling, incluant un but en temps supplémentaire pour battre le Stockton, il a compté 6 points en 3 matchs. Ça l'arrive. Il trouve un peu, il devient plus confortable. C'est ça qui est important avec Poehling, c'est que le focus est là. Il sait qu'il ne va pas se rejoindre aux Canadiens cette semaine. Donc, vraiment, il a mis un gros focus sur son jeu dans la Ligue américaine. Et on voit un joueur, là, c'est pas, même avant qu'il a commencé à compter, Poehling jouait mieux. C'était clair. Là. Poehling jouait mieux. Il utilisait sa vitesse. Il utilisait ses coéquipiers. Il y a 2 choses que j'ai trouvées qu'il fallait qu'il apprenne un peu l'année passée. C'est qu'il faut que tu utilises tes coéquipiers. Là. Oui, tu es talentueux, mais
c'est des très bons joueurs dans la Ligue américaine. Tu ne peux pas battre 4 gars. 1 contre 4, ça ne fonctionne pas. Il a commencé à faire beaucoup mieux de ce côté-là. Et aussi, il a commencé à prendre un peu plus de tirs, de lancer. On a vu son but contre Stockton, c'est un très bon tir. Et j'aimerais lui voir tirer un peu plus souvent. C'est ça, c'est la seule affaire que vraiment en ce moment-là, il y a la vitesse est là, créativité, il joue bien du côté défensif. J'aimerais le voir tirer un peu plus souvent, mais qu'on ait un peu plus de patience. Je sais qu'on a peut-être oublié un peu au sujet de Poehling, il n'y a rien qui a été mieux que ça. Ça lui a donné la chance de vraiment mettre un emphase sur le plan d'attaque du côté de la Ligue américaine. Donc, comme Joël Bouchard dit, on aime Amazon parce que ça arrive demain matin, mais ce n'est pas de même dans le hockey professionnel. Qu'on ait un peu de patience. Souvent, il y a des bonnes choses qui arrivent, comme dans le cas de Ryan Poehling. Passons aux espoirs. Étant donné qu'on va discuter le Rocket de Laval avec l'entraîneur adjoint Daniel Jacob, j'ai hâte que vous entendiez ce que lui a à dire. Parce que, premièrement, c'est un entraîneur très intelligent, mais c'est le fun ce qui se passe avec le Rocket de Laval. On sait que des gars comme Suzuki, puis Romanov, puis Kotkaniemi pourraient être là, mais là, ils ne sont pas. Ils sont trop bons pour être dans la Ligue américaine en ce moment. C'est correct, ça. C'est parfait, ça, en fin de compte. Mais ce que Jacob et Bouchard ont fait, c'est qu'ils ont vraiment eu une belle cohésion du Rocket de Laval. Ils n'ont pas des étoiles. Je dirais peut-être Jordan Wheel, ce serait leur étoile, qui joue très bien aussi, hein, Jordan Wheel. Mais c'est vraiment une belle cohésion. C'est vraiment un travail d'équipe. Les autres équipes haïssent jouer contre le Rocket. C'est ça qui est le fun. On voit là, vraiment là, que le Rocket va généralement contrôler la plupart des tirs et des buts. Donc, ça va très bien du côté du Rocket. Et j'ai hâte d'en parler à Daniel Jacob. Et à part de Ryan Poehling, moi, je dirais en ce moment, là, Lucas Vedemo, je le trouve que c'est un joueur il passe sous le radar, lui aussi, mais c'est un joueur qui est très intelligent. C'est ça qui amène les joueurs de la Ligue américaine à la Ligue nationale s'ils n'ont peut-être pas le talent offensif. On va le dire, là, Vedemo ne va jamais être un Connor McDavid. C'est correct, on le sait. Mais c'est un joueur intelligent. Il compte. Cette année, il compte. Il est deuxième, si je me rappelle bien, en ce moment, en termes de compteur pour le Rocket de Laval. Donc, ça va bien de son côté. Moi, je le vois d'un gars, probablement troisième, quatrième trio, qui peut jouer en plusieurs rôles, en désavantage numérique, notamment. Et aussi, Jesse Ylönen. Fantastique jusqu'à date de la part de Ylönen. On a eu la chance de lui parler il y a quelques semaines sur l'histoire s'écrit en anglais, donc History in the Making. Puis il disait qu'il n'est pas content où est-ce que son jeu est arrivé jusqu'à date. Puis moi, je suis tellement content de comment il s'est acclimatisé tellement vite au hockey. Il faut garder en tête qu'il a joué au hockey professionnel déjà, là. Mais c'est un hockey professionnel en Amérique du Nord. Le coach, il le sait, là, il dit, ce gars-là, il m'écoute, mais pas seulement qu'il m'écoute, il le met en application. Donc, c'est vraiment intéressant qu'il se passe le côté de Jesse Ylönen. Il se rend dans des places, ce que j'appelle des places de Dino Ciccarelli. C'est juste en avant du but. On peut l'appeler la place de Gallagher à cette heure, j'imagine. Mais c'est là où est-ce qu'il faut qu'il aille pour compter plus souvent, puis on le voit là. Donc, en ce moment, Ylönen, si je me rappelle bien, il est juste là avec Vedemo en termes de points qu'il a compté avec le Rocket, mais c'est sa première année là, dans le hockey nord-américain. Donc, ça va très bien du côté de Jesse Ylönen. À part de Jordan Wheel qui joue bien, j'aimerais mentionner peut-être un autre qu'on va probablement pas voir à Montréal. Ça se pourrait, écoute, on va voir éventuellement, là, mais Corey Schueneman, c'est un défenseur qui a rejoint le Rocket cette année. Il a joué, il vient de Michigan. Il a joué avec Stockton l'année passée. Il patine tellement bien. C'est vraiment le fun à regarder. Puis si vous avez la chance, retournez la semaine passée pour le but gagnant de Poehling contre Stockton. Oui, Poehling, il a finalement tiré. C'est un beau but. C'est fantastique. But gagnant. Mais c'est Schueneman qui a vraiment fait la place sur la glace. Donc, pour chaque but, il y a beaucoup de travail qui se passe avant. Puis j'aime vraiment ce que je vois de Corey Schueneman. Et finalement, on va parler de deux défenseurs. C'est pas Norlander, c'est pas Harris, c'est pas Struble. C'est des gars intéressants, Gouli intéressant aussi. Mais il y en a deux du côté du Rocket que moi, je trouve passent sous le radar. Premièrement, on va parler de Josh Brook. Parce que toutes les questions que j'ai au sujet de Poehling, je les ai au sujet de Brook aussi. On me demande constamment qu'est-ce qui se passe avec Josh Brook. Moi, je me retourne, je n'ai pas toutes les réponses, puis je demande aux entraîneurs. On va en parler à Daniel Jacob. Mais Brook se sent beaucoup plus confortable cette année. On voit vraiment là un peu le Josh Brook qu'on a vu
lorsqu'il jouait à Moose Jaw. C'est ça qui était excitant. On le voit, il est confortable avec la rondelle. Il patine un peu plus souvent avec la rondelle. On le voit passer du zone défensive en zone offensive un peu plus souvent. Il a confiance dans son tir. Donc, c'est vraiment le fun de ce qui se passe du côté de Josh Brook. Et on se rappelle, là, ça commence à tomber en place pour Poehling puis Brook. Donc, oui, c'est le fun quand des gars comme Caulfield vont juste dominer et compter 150 buts par match. Oui, c'est vraiment le fun. Mais pas tous les joueurs de la Ligue nationale ont le même développement, ont le même parcours. Ça prend un peu de temps, un peu de patience. Moi, j'aime vraiment attendre après 2 années de hockey professionnel, puis 2 pleines années. On ne va pas l'avoir cette année-là, mais écoute, les temps changent. Donc, on va dire, après cette année, là, je vais commencer à juger des gars comme Brook et Poehling. Parce que c'est très difficile de se rendre au hockey professionnel. D'après moi, c'est le développement et l'apprentissage que tu prends après et le mettre en application qui est important. Là. C'est aucunement important comment vite que tu te rends là. C'est comment vite que tu prends l'information qu'ils vont te le donner et que tu le mets en application. Mais ça prend du temps. Ça prend 1 année, ça prend 2 années. Donc, on va juger Brook et Poehling à la fin de l'année. Finalement, le gars, au sujet, je le mentionne souvent, mais je trouve qu'il passe sous le radar aussi, c'est Otto Leskinen. Puis vous allez voir, quand j'ai demandé à Daniel Jacob au sujet de Otto Leskinen, c'est vers la fin de l'entretien et ses yeux se sont allumés parce que lui, c'est un gars qu'on n'entend pas souvent parler, à part que c'est moi ou quelques autres. Mais écoute, là, si ça serait une année normale, là, moi, je dirais que ce serait le prochain à remonter à Montréal. Un peu comme Brook, on voit qu'il y a beaucoup plus de confiance cette année. Otto Leskinen est très dur envers lui-même, par exemple. C'est un perfectionniste. Donc, on a vu qu'il a travaillé sur vraiment son plus gros défaut, là, c'est son côté physique. On voit qu'il est beaucoup plus fort cette année. Mais il est tellement vite qu'il va aller chercher la rondelle. Il va sortir de zone avec contrôle, très important, avant que l'attaquant puisse arriver là. Donc, on aime vraiment ce qu'on voit de la part de Otto Leskinen. Et on va laisser Daniel Jacob en expliquer un peu plus, mais c'est un très bon joueur, jeune, patine bien, corps arrière en avantage numérique et ça ne me surprendrait pas de le voir à un moment donné dans un rôle à Montréal. Bon, on va être de retour après la pause avec l'entraîneur adjoint du Rocket de Laval, Daniel Jacob. L'Histoire s'écrit est présentée par tricoloresport.com. Vous pouvez trouver le nouveau chandail rétro bleu du Canadien. Il était tellement beau. Vous l'avez tellement adoré. Vous avez acheté tout le stock. Tout le stock était parti, mais le stock est de retour. Visitez le tricoloresport.com pour en savoir plus. On est ici avec notre invité cette semaine, l'entraîneur adjoint chez le Rocket de Laval. Bienvenue, Daniel Jacob. Merci de me recevoir, Marc. C'est bien apprécié. Content d'être avec toi. Bon, premièrement, on va se rendre au Rocket, on va se rendre à tous les joueurs. C'est intéressant, c'est excitant ce qui se passe à Laval. C'est un programme qu'on a mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup de temps à changer. Mais revenons en arrière un peu. On me dit, une petite souris qui m'a mentionné que tu as déjà été sur une émission de réalité, hein? C'est ça? Tu étais une étoile de réalité sur une émission qui s'appelait Making the Cut. Peux-tu m'expliquer un peu? On retourne loin en arrière. Disons, c'était en 2004, l'année du lockout. Et puis, on y avait mis sur pied là, une télé-réalité où est-ce qu'elle allait chercher... c'était partout au Canada. Il y avait des mini-camps d'entraînement. Puis, il allait chercher la plupart des joueurs qui n'avaient pas eu de contrat professionnel ou qui n'étaient pas sous contrat avec des équipes professionnelles. Je ne me trompe pas, là, je pense que c'était un 5 ou 6 000 participants pour appelons-les les auditions. Oui. Et puis ensuite de ça, il y avait une 60aine de joueurs qui étaient admis à un camp en Colombie-Britannique pendant 2 semaines. Pas de télévision, pas de journaux, pas rien. La grosse affaire, là, tu sais. Puis on était sur la glace en gym, que ce soit match pratique. C'était vraiment un bootcamp. Et puis ça menait à une finale. Et puis un 6 gagnants qui allait à des camps là, avec les équipes canadiennes. Tu t'es rendu... Premièrement, pensais-tu que c'était vrai là, que tu allais éventuellement de rendre un camp puis faire une équipe? Et tu t'es rendu comment loin, Daniel, dans tout ça? Ben, c'est ça. Moi, mon parcours de hockey explique un peu le pourquoi là, que je me suis rendu en finale. J'ai pas gagné, mais tout ça a débouché sur un camp d'entraînement là, avec les Panthers de la Floride. Donc, tu sais, ça a été très, très positif pour moi. Mais moi, c'est ça, là, mon parcours de hockey. J'étais jeune, j'étais grand, j'étais un petit peu Bambi style, là, disons. Puis, fait que j'ai arrêté de jouer, j'ai fait d'autres sports. Puis, c'est sur le tard que ça l'a débouché.
Et puis, Making the Cut a comme rentré là-dedans avec j'ai joué collégial, universitaire, puis ça a comme déboulé. Puis Making the Cut a fait partie de ça, le repêchage belle a fait partie de ça, m'a donné une belle claque dans le dos, puis une belle exposure que j'aurais pas eu au niveau universitaire. Fait que ça a été très, très bien pour moi. C'était vraiment, dans ce temps-là, les émissions réalité, là, c'est ça qui était excitant. C'était vraiment un effet culturel. C'était tout nouveau, tout beau. Là, c'est ça. Comment ça s'est passé en Floride, par exemple, quand tu t'es montré la face en Floride? Écoute, j'ai gagné une émission. C'était pas vraiment présenté comme ça. Moi, j'étais content parce que j'ai pas gagné. Moi, j'étais dans les finalistes, mais j'ai pas gagné. Fait que quand je suis arrivé au camp, il n'y avait pas vraiment de hype. Voici le gagnant de la télé. Moi, je suis rentré comme Dan Jacob. J'avais joué à McGill. Je jouais toujours à McGill d'ailleurs. Puis, moi, je suis rentré là. Puis, j'avais aucune étiquette de télé-réalité. Puis, ça m'a permis de bien faire au camp des recrues. Ça a été une belle expérience. Comme je te dis, c'est quelque chose que je ne sais pas si ça serait arrivé. Éventuellement, j'ai eu l'opportunité finalement à la fin de mes 5 ans universitaires d'avoir la chance d'aller dans la Ligue américaine. J'ai décidé d'aller en Europe, un choix personnel. Mais tu sais, encore une fois, ça m'a ouvert une belle porte. Ça a été une maudite belle opportunité, rencontrer du bon monde, des gens du hockey, voir un peu comment ça fonctionnait, la TV aussi. Donc, tout ça a été très positif. Parlons un peu, parce que là, je regarde ton parcours. Daniel, c'était pas le parcours qu'on voit souvent. Évidemment, tu as joué au niveau collégial, puis tu as joué en Austrie, en Serbie, en Autriche, en Suède. En Autriche, moi, j'ai appelé l'Autrie, mais en Autriche, en Suède. Hey, puis là, tu as fini par... Tu as été l'entraîneur des sous-20 Division 3 en Serbie. Explique-moi donc comment ça s'est tout passé. Comment tu t'es rendu en Serbie? Ça a l'air très compliqué, là. Mais là, ça a l'air très compliqué, mais ça dit que tu es serbien aussi, là. Donc, explique-moi donc tout ça. Regarde, c'est pas très, très compliqué. Moi, je voulais traverser en Europe. J'avais été en Europe à 2 occasions avec l'équipe de McGill, puis l'entraîneur à l'époque qui était Martin Raymond. Qui est toujours un mentor pour moi au niveau du coaching. Le milieu du hockey, tout le monde se connaît. Là. Et puis, j'avais visité l'Europe, ça m'avait accroché, j'avais trouvé ça le fun. Donc, j'étais allé en Autriche quand j'ai eu l'opportunité là, avec un contrat professionnel pour ensuite de ça aller en Suède. Et puis, quand j'étais revenu, je me rappelle, je m'étais dit, j'avais bien aimé, là, c'est le fun de jouer au hockey, mais j'avais trouvé ça un peu redondant. Ça, encore une fois, c'est personnel à moi. C'était... on pratiquait le matin, puis ensuite, tu avais ta journée, puis c'était comme ça. Puis j'ai rencontré des gens. Il y avait un Serbe qui jouait à l'Université McGill. Je m'entraînais, je patinais avec l'équipe avant de partir. Puis on m'a parlé de la Serbie, qui avait du hockey, premièrement. Comme tout le monde, j'ai fait l'erreur. La Sibérie doit faire froid, mais c'est pas ça. C'est différent. C'est un peu loin de la Sibérie, oui. Exact. Il y avait presque pas d'hiver. Fait que j'avais pas à m'inquiéter. Mais honnêtement, moi, si quelqu'un me dit qu'il y avait une ligue en Serbie, écoute, je suis pas ignorant, mais j'aurais dit, ouais, il y a une ligue en Serbie. C'est quoi, je peux pas te blâmer, c'est la même chose pour nous. Puis je te dirais même que j'ai des proches, des oncles, des tantes qui me disaient, hey, tu peux pas aller là, c'est dangereux. Ça l'a déjà été récemment, oui, c'était dangereux. Puis pourtant, ça l'est pas, mais pas du tout. C'est ça qui est. Je suis tellement content d'avoir dit oui puis d'avoir sauté là, à pieds joints sur l'occasion, mais tout ça pour dire que on avait l'occasion non seulement de jouer, je partais avec mon meilleur chum, on avait l'occasion de jouer pour l'équipe La Place au niveau professionnel, puis surtout, on avait l'occasion de s'impliquer dans un programme de jeunes pour développer le hockey et coacher. Ça nous allumait beaucoup. C'était quelque chose qu'on voulait faire. On occupait nos journées. On participait activement là, à la communauté. Fait que ça, c'était important pour nous. Fait que c'est vraiment comme ça, de fil en aiguille. En l'espace de 2 semaines, on a pris la décision, on est parti, on a pacté nos sacs, on est parti en Serbie. Puis ça a été une aventure de 4 ans. Puis oui, une année, j'ai aidé. J'aime pas ça dire coacher parce que je faisais partie du staff, mais j'étais pas dans le staff. Ah, t'étais pas derrière le banc, là, comme entraîneur. Non, j'aidais à ce moment-là, là, hors glace, la planification. Je donnais un coup de main à un ami qui lui faisait ça, tu sais. Fait qu'une belle expérience aussi. Puis ensuite de ça, on a eu notre citoyenneté. C'est pour ça que quand on voit sur Wikipédia, ça marque que je suis serbe, mais je suis Canadien, Québécois. Tu sais, Jacob, c'est 0 serbe. Mais en même temps, après les 3 années, on a eu notre passeport serbe. C'est pas comme ici, il n'y a pas grand monde qui font la file pour avoir le passeport serbe. On s'en doute, tu sais, mais ça a tellement été le fun de rencontrer du bon monde. Tout le monde nous a bien accueillis. On a pu s'inviter dans la culture, y goûter, tu sais. On était invités d'aller dans les familles pour les soupers, les fêtes. Ça fait une belle expérience. Puis le programme des jeunes est parti, je te dirais, d'une 40aine de kids, puis on était rendu au-dessus de 100.
Puis là, je parlais justement à mon ancien propriétaire qui me disait qu'ils sont rendus à 140. Fait que, tu sais, on a aidé, on a non seulement joué au hockey, mais on a participé à développer quelque chose de cool. Il y a une continuité là-dedans. Encore des coachs canadiens qu'on envoie. Ça, c'est avec Hockey sans frontières qu'on a parti aussi à la fin avec Fred Perron et puis Jonathan Gauthier puis Marc-André Fournier. On envoie des entraîneurs qui ne sont pas rémunérés, mais sont logés, nourris. Puis il y a une continuité d'entraîneurs canadiens qui vont entraîner les jeunes là-bas. Donc, on est très, très fiers de ça. Mais la Serbie va toujours avoir une place spéciale pour moi. J'ai rencontré ma femme, j'ai une maison là-bas encore. Elle était serbe? Oui, elle est serbe. Okay. Elle était assez brave pour me suivre ici. C'est mon garçon aussi, il parle le serbe mieux que moi. Puis il rit de moi. C'est vraiment une bonne expérience. Là. Moi, écoute, demain matin, tu me dis, tu t'en vas en Serbie, tu restes là-bas le restant de tes jours. J'ai aucun problème avec ça. Oui. Moi, j'ai trippé, on était accueillis. Les gens sont gentils. Donc, les histoires d'horreur là, qu'on entend de jouer en Europe, on entend que les gars vont jouer avec leur argent sur leur corps pour pas qu'ils se fassent... Ça, c'est surtout à la Russie, oui. Mais c'est pas partout comme ça. C'est ça, il ne faut pas généraliser. En Serbie, il y en a-tu des choses qui se passent que tu dis, oh, Calvin, si on n'est pas à la maison? Ben oui, il y en a. Mais à un moment donné, quand tu te mêles de tes affaires, quand tu fais tes trucs, quand tu es gentil avec les gens, quand tu te mêles toutes tes affaires, là, c'est drôle comment la vie fait bien les choses. Donc, c'est-tu différent que le Canada, que le Québec? Absolument. Mais ceci étant dit, écoute, j'ai rencontré des gens extraordinaires et j'ai des amis pour la vie là-bas. Ça, j'ai une question qui est un peu personnelle, mais est-ce qu'ils payaient bien en Serbie pour jouer au hockey? J'aimerais juste savoir environ combien tu te faisais payer. Je sais que c'est pas... Non, mais c'est correct. Pour le pays, on était très, très, très bien payés. Relativement au hockey. On était très, très bien payés. On gagnait très bien notre vie. On n'avait pas un mot à dire. On disait non à rien. On avait... le trip aussi, c'était de finir notre saison de hockey. Et puis, c'était pas de revenir ici. Là, c'était de voyager, c'était de visiter. Je pense que en l'espace de 4 ans, j'ai dû visiter pas loin, là, entre 20 et 25 pays. Là, tu es en plein milieu de tous les beaux pays. Là, et voilà. Tu regardes la carte du monde, tu es en plein milieu. Tu prends tes affaires. Là, c'est pas... Oui, OK. Donc ça payait bien, c'était un peu plus... parce que nous, on entend juste des histoires d'horreur, mais comme tu dis, ça, c'est plus... Non, ça vaut la peine. Moi, on disait que c'était vraiment un trésor caché avec la Croatie alentour, la Hongrie. Écoute, c'est beau là-bas aussi, hein? C'est écœurant. Oui. C'est écœurant. On a fait ton parchemin et ça a passé par McGill, la Suède, la Serbie, des télé-réalités. Tu t'es rendu finalement à Laval lorsque le Canadien a décidé de changer un peu l'envergure du développement. Donc, premièrement, il faut que je te demande, Daniel, est-ce que c'est comment travailler avec Joël Bouchard? Parce que moi, j'ai mes impressions de lui. J'allais à toutes vos pratiques, je le voyais, il est intense, mais c'est comment travailler avec Joël Bouchard? As-tu des histoires intéressantes au sujet de... Des histoires, tu sais. Moi, c'est un partnership que j'ai avec lui. Tu sais, on travaille ensemble depuis... c'est notre 7e année ensemble. Donc, tu sais, d'aller dire que je m'entends pas bien avec Joël, ce serait mentir. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le gars de hockey, pour la personne. C'est un ami. C'est un passionné, c'est un gars organisé, c'est un gars honnête. Toutes des valeurs qui me rejoignent. Moi, j'ai eu tu sais, dans le fond, moi, j'étais à l'Université McGill comme entraîneur. C'est comme ça que j'ai commencé aussi pendant 4 ans. Avec un championnat canadien, les choses allaient bien. Puis, à un moment donné, j'ai reçu l'appel de Joël parce que Jean-François Hull était parti comme entraîneur-chef de l'Armada. Tu vois, je connaissais Joël de nom. Tu le voyais. Donc, je le connaissais de nom. McDonald's dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Puis l'Académie de Joël, puis l'Armada, puis le Rocket, parce que je recrutais à ce moment-là pour McGill, donc je rencontrais les gens de hockey de la Ligue majeure du Québec. Et puis, j'hésitais, puis je me suis joint à son équipe. Puis, sais-tu quoi? Une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, personnelle et professionnelle, comme je te dis, c'est des valeurs qui me rejoignent. C'est un travaillant. Moi, son honnêteté, là, dans un monde où c'est tellement facile de se cacher derrière un paquet d'affaires. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça, sa passion. Des fois, tout le monde me dit c'est ça, il a l'air intense. Mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. La game de hockey, c'est une game intense. Donc, t'as pas le choix de prêcher un peu comme ça. Donc, on s'entend très, très bien. On fait du bon travail. Je suis bien chanceux puis je suis très, très, très choyé de faire ça tous les jours. On a une belle relation.
Ce que moi, j'adore de Joël, premièrement, c'est quand tu es journaliste, c'est toutes les citations, les meilleures citations au monde. Écoute, notre job, là, c'est facile. C'est facile. Regarde ce que Joël a dit. Mais à part de dire, écoute, je ne tiens pas le bâton, Amazon, tout le monde veut tout de suite. Ce que moi, je trouve crappant, c'est quand ou pas crappant, mais c'est vrai, il dit, les gars, dans la AHL, si tu veux rester ici, là, c'est ton but ultime, soit tu mens ou soit tu es un idiot, un ou l'autre. C'est un peu ça, tu sais. Mais quelle approche prends-tu avec les gars qu'on voit que la AHL, ça va être leur dernier niveau? Il faut qu'on prenne une approche un peu différente des espoirs, right? Ben, sais-tu quoi? Moi, je pense pas. Je pense que c'est là qu'on fait une erreur, tu sais, parce que peu importe, là, tu sais, le but ultime est vraiment comme un entraîneur, tu sais, c'est de se rendre à la Ligue nationale. Le joueur, c'est la même chose. C'est qu'à un moment donné, c'est pas parce que toi, comme entraîneur, tu le sais peut-être que ça va être plus serré pour un joueur. Tu le pousses autant. Tu veux tirer le maximum de chacun des joueurs, que ce soit un espoir, que ce soit un gars de 29 ou 30 ans, qui en a peut-être moins un petit peu en avant de lui. Ça serait ça serait pas bon. Je dirais, ce serait pas la bonne façon de faire. Donc, je crois vraiment que pousser les gars, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent se dépasser. C'est des compétiteurs. Les entraîneurs, c'est des compétiteurs. Donc, je pense que c'est vraiment la façon de faire là, avec une équipe de la Ligue américaine. En parlant de pousser des joueurs, un dénommé Jake Evans se faisait pousser assez fort par Joël et compagnie. Je sais même qu'à un moment donné, Jake a cassé son bâton en pratique, puis Joël a commencé à dire « Hey, finalement, t'as pris un tir. » là. Mais là, tu vois, c'est vrai, Jake, il fallait qu'il tire plus souvent. Soyons honnêtes. Là, tu le vois dans la Ligue nationale. C'est-tu fun de voir vos joueurs que vous avez travaillé tellement fort à développer? Évidemment, et puis il y a des joueurs en défensif qui se rendent aux Canadiens. Est-ce que vous criez un peu plus fort, toi et Joël, ou même juste toi? Daniel, tu cries-tu un peu plus fort quand un gars comme Jake Evans va compter un but pour le Canadien? On va crier de façon différente. Je ne sais pas si c'est plus fort, mais on a une relation avec ces joueurs-là. On les a vus grandir. Au bout de la ligne, c'est leur effort à eux. Puis quand tu disais tantôt pousser le joueur, Jake, c'était un joueur que tu pouvais rentrer dedans, qui répondait bien. Encore là, on va pousser les joueurs, mais tout ça va être de façon individuelle parce que pas tout le monde qui réagit de la même façon. Lui, il avait besoin aussi. Lui, il en avait besoin, puis il réagissait très bien. C'est peut-être pas la même chose qu'on va faire avec un autre. Puis ça, c'est à l'entraîneur, au staff, de vraiment bien établir ça, parce que tu ne veux pas commencer à... Et il y en a là, qui vont juste s'écraser quand tu te mets à crier après, puis c'est correct. Donc, c'est de travailler individuellement. Tu les pousses, mais tu dois les pousser individuellement de la meilleure façon pour avoir une bonne réponse. Donc, c'est sûr que quand on voit ça, on voit Jake, on en est très fiers, puis il est très fier aussi, mais c'est lui, ultimement, qui a fait les efforts, qui a écouté, qui a appliqué. Regarde, c'est un bel exemple pour nous à donner à nos jeunes aussi à Laval. En parlant de bel exemple, Alex Burrows, écoute, il n'y a pas de meilleur exemple que ça. C'est un gars qui a passé 250 matchs dans l'ECHL, AHL avant de même. Puis là, il a fini sur un des meilleurs trios à Vancouver. Là, tu l'as perdu pour un moment. Ça pourrait être permanent, ça pourrait être... On ne sait pas ce qui se passe. Il est rendu à Montréal. Évidemment, on est tous contents, mais ça doit être difficile, vous autres, de remplacer un joueur comme un entraîneur comme Alex Burrows. Et qu'est-ce qu'il amenait exactement? Le monde me demande ce que Burrows amène à l'équipe. Moi, je te le demande. Ben on le voit déjà, depuis qu'il est arrivé là-bas, avec il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est un gars, comme on dit, qui est craqué. Il jouait la game de cette façon-là. Donc, c'est un petit peu ce qui amène en tant qu'entraîneur. Tu peux pas vraiment changer ça. C'est un gars aussi qui, 3 mois après qu'il a accroché ses patins, il tombait coach. C'est un gars qu'il a fallu qu'il apprenne. Là. Tu t'improvises pas coach du jour au lendemain. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Le côté technologique, le côté meeting, le côté présentation aux joueurs. Mais tu sais, Burr est arrivé avec une ouverture d'esprit. Puis comme joueur, l'esprit travaillant. Fait que tu sais, il prenait des notes, puis il essayait, il continuait, il appelait. Donc, il est organisé. Avec Joël encore, quand je te parlais d'organisation puis de détails, c'est quelque chose que moi que j'ai en travaillant avec Joël, en travaillant avec Kalino McGill aussi, qui est un entraîneur très détaillé. Donc, j'ai été chanceux là-dedans. Puis Burr était chanceux aussi de ramasser ça, mais c'est un gars qui est passionné, c'est un gars qui connaît la game. Il l'a joué pendant 13 ans, comme tu dis, mais non seulement il l'a joué, mais il est capable de la transmettre. Ça, c'est deux choses plus qui sont relativement différentes. Jouer, là. Oui. Et voilà, c'est pas parce que tu as joué nécessairement que tu vas être capable de, justement, l'enseigner et puis de la transmettre. Donc, c'est quelque chose qui fait bien, puis on est super content pour lui. Mais, c'est sûr et certain que là, on se partage les tâches de 3. Donc, moi, j'ai ramassé quelques trucs à Alex. Joël, la même chose. Puis, encore une fois, le partnership qu'on a fait que ça rend ça plus difficile parce qu'on travaille bien ensemble. Plus facile, pardon, parce qu'on travaille bien ensemble. Oui, évidemment. Pas difficile. Et là, pendant que Marco
est à Montréal. C'est toi qui entraînes les gardiens de but ou. C'est Joël. Joël, avec dans le fond, les goalers ils ont leur préparation d'avant-pratique. Oui. Ils ont des zooms aussi qu'ils vont faire avec Marco pour les garder justement up-to-date. On pense avoir trouvé quelqu'un. On va voir là, si l'annonce va être faite, si tout va fonctionner pour venir justement aider là, pendant que Marco est parti. Donc, avec les gardiens, c'est ça. Ils ont leur préparation sur la glace pour ce qui est warm-up et puis ces choses-là. Joël, avec Frankie Boo, s'en occupait pour les 2 dernières pratiques. Puis de l'autre côté, le côté technologique, avec Marco qui s'occupe du vidéo aussi. Donc, ça, c'est quelque chose d'autre aussi qu'il faut trouver. Là, nous autres, on va s'organiser avec, on va trouver des solutions. Encore une fois, c'est la Ligue américaine. Autant que tu perds des joueurs, tu peux perdre des entraîneurs. Et à ce moment-là, c'est de trouver des solutions pour travailler ensemble justement pour pallier à ça puis arriver à nos fins. C'est tellement crampant parce que je me rappelle, je demandais à Joël, je disais comme c'est quoi le plan pour en fin de semaine un lundi? Puis il me regardait, il disait écoute, il n'y a pas de plan pour vendredi. Là. On est lundi dans la Ligue américaine, on planifie pour ce soir. Et demain, mais là, qu'est-ce que vous faites cette année de différent pour planifier? On sait que les joueurs vont bouger peut-être un peu moins souvent que d'autres années. Mais il y a quand même beaucoup de fer dans le feu. Comment on s'organise cette année et quelle différence vois-tu, Daniel? La grosse différence, Marc, c'est que habituellement, tu as un line-up de Ligue américaine, tu as beaucoup de va-et-vient. Que ce soit des blessés, que ce soit des call-ups. Là, si tu en appelles en haut, il faut que tu en ramènes. Faut que tu en ramènes en bas. Faut que tu patches, faut que tu réagisses vite, faut que tu fasses tes orteils. Mais là, cette année, on avait 34 joueurs. Là, on en a 32 avec 2 qui sont partis juniors. Donc là c'est beaucoup de gérance. Puis à 32, malheureusement, tu n'en avais pas 32 dans les matchs. C'est 20. Fait que si on fait le calcul, je ne suis pas super bon en maths, mais c'est 12 joueurs qui se retrouvent là à pas jouer. Donc, c'est beaucoup de gérance pour le personnel d'entraîneur, c'est beaucoup de discussions. Puis encore une fois, le côté Joël où il n'y a pas de secret. On va te le dire comme c'est, on va te l'expliquer le mieux qu'on peut, on va prendre le temps de te le dire. Bien, ça fait que les joueurs sont réceptifs, tentent de comprendre. Est-ce qu'ils comprennent tout le temps? Peut-être pas, mais respectent le fait qu'au moins, ça leur est présenté de la bonne façon. C'est une situation, regarde, écoute, on est chanceux de faire ce qu'on fait là. C'est en pleine pandémie. C'est un peu le message qu'on a avec nos joueurs. Ils sont excellents, ils réagissent bien. Les communications, c'est ouvert. Il n'y a pas personne qui va avoir peur de rentrer dans le bureau. On est bien parlable. Fait que je pense que l'aspect communication cette année est tellement importante, mais aussi le fait qu'on est chanceux de faire ce qu'on fait. Fait que peut-être que tu ne joueras pas aujourd'hui, tu vas jouer demain. Mais quand ça va arriver, profite-en, mon vieux, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas de contrat, il y en a plein des familles qui sont en difficulté, qui ont perdu leurs emplois. On peut en nommer là, des situations. Donc, à un moment donné, il faut faire la part des choses, puis on est chanceux d'une belle gang. Hey, c'est une perspective tellement importante que, juste le fait que nous, on parle au sujet du hockey. Là. On est tellement chanceux juste de parler, de travailler dans l'industrie. Puis je sais que c'est quelque chose que même dans les années non-pandémie, c'est quelque chose que vous expliquez à vos joueurs. Hein? C'est comme, les gars, là, on est tellement chanceux dans cette position-là. Mais il doit y en avoir qui réagissent un peu moins bien, à dire, écoute, tu vas avoir un peu moins de temps de glace. Que fais-tu, par exemple, si un vétéran n'est pas content de sa situation? Encore une fois, je pense que c'est l'aspect communication. Si jamais il y a moins de temps de glace, habituellement, tu as toujours une raison. Puis avec la nouvelle, je l'appelle la nouvelle génération, là, je pourrais dire, avec les joueurs qu'on a. Puis à tous les niveaux, je pense que c'est le pourquoi. Le pourquoi est très important. Du moment que tu peux répondre au pourquoi, lui montrer, lui donner des outils, à ce moment-là, c'est drôle, le message passe toujours un petit peu mieux. Il y en a qui ne seront pas contents, mais malheureusement, des fois, c'est la situation dans laquelle on est. Puis des fois, il n'y a pas rien à comprendre. C'est simplement comment ça va être, mais c'est important de lui dire. Écoute, je voudrais bien t'en donner 3-4 excuses ou 3-4 raisons. Il n'y en a pas. C'est comme ça. On est dans un... On roule. C'est la réalité de la Ligue américaine. C'est ça. On a des nombres, on a beaucoup de joueurs, donc c'est ce qu'on fait. T'sais. Mais il faut que le message soit bien véhiculé. Il faut prendre le temps de lui parler, de lui expliquer le pourquoi, le comment. Et à ce moment-là, tu mets les chances sur ton bord en tant qu'entraîneur. Pour ceux qui ne savent pas, Jake Evans, lui, l'année passée, il n'avait pas compté dans ses premiers 21 matchs. Moi, ça a pris un bout. Et il était pour manquer un match. C'était un filet désert, je ne me trompe pas, le premier. C'était un filet désert. Et il était pour manquer le match. Il avait même appelé ses parents. Il a dit, comme, Dad, je ne joue pas à soir. Hein? Ça, c'est difficile pour un joueur de dire. Exact. Il a fini. Quelqu'un s'est fait ramener.
Il a compté un filet désert, puis là, il a fini par être le premier en comptage. Il a compté le plus de points. Donc, ça montre un peu, quand tu parles d'ouverture, être capable d'absorber, lui, il était prêt à s'assire. Ça a tout changé sa saison. Donc, je pense que ça parle un peu de la communication et la relation. Ce que tu me dis tout le temps, là, c'est ça te prend les deux. Puis un gars comme Evans, évidemment, ça va écouter. Mais ça prend d'autres joueurs, ça prend des mentors, ça prend des joueurs comme Xavier Ouellet. Puis je vais même mentionner Karl Osner, parce que moi, je pense que Karl Osner a fait dans la Ligue américaine, c'était fantastique. Il aurait pu chialer. On parle de professionnels, là. Peut-être qu'il a chialé, mais moi, je ne l'entendais pas. Moi non plus. Et voilà. Donc, puis il aurait chialé à toi. Mais écoute, c'est quoi la valeur d'avoir des gars? Puis on sait que Xavier Ouellet peut jouer dans la Ligue nationale. C'est quoi l'effet d'avoir un gars comme Xavier Ouellet et même Karl Osner sur ta ligne bleue? C'est tellement le fun parce que non seulement c'est des joueurs qui ont de l'expérience au niveau de la Ligue nationale, donc ils vont être capables de jaser du quotidien à un jeune joueur qui arrive. Ils vont jaser un peu de leur expérience en général au niveau de la Ligue nationale, mais surtout, on était chanceux parce que c'était pas juste des joueurs de la Ligue nationale ou qui avaient joué à la Ligue nationale, c'était des pros. La façon dont ils se préparaient, que ce soit mentalement, physiquement. Souvent, le jeune qui rentre du junior, là, puis qu'il a 100, 120 points dans le junior, ne se rend pas compte à quel point la pente est à bas. Puis en plus, de la Ligue américaine à la Ligue nationale, t'en as un autre pente. Donc, d'avoir des mentors comme ça qui sont capables de non seulement te l'expliquer, mais te le démontrer. Puis écoute, là, tu sais, quand on aurait pu commencer à couper le coin, on disait, regarde, moi là, je suis dans la Ligue américaine, ça ne me tente pas, je m'assois sur mes lauriers. Ben, c'était le contraire. C'est ça, c'était le contraire. Prenait les jeunes sous son aile, justement. C'est un gars qui se préparait bien, physiquement, mentalement. C'est un gars qui avait de l'enthousiasme avec les jeunes. Puis c'est pas pour rien qu'il était souvent jumelé avec un jeune, justement, sur son duo. C'est un peu. Moi, dans le fond, ça me donne une belle. J'ai Xavier Ouellet. Bon, ben parfait, t'envoies un jeune avec ça. Ça fait un beau duo. Tu as de l'expérience. Tu as du beau leadership, tu as une belle image pour le jeune. Donc, à ce moment-là, c'est important aussi. Là. Exactement, sur la glace, non seulement dans la glace, mais sur la glace, va être un leader, va parler, va être vocal, donc va donner un coup de main aux jeunes. Donc, c'est sûr et certain, pour un entraîneur à la défense, écoute, c'est priceless. Ça fait quand même quelques années là, qu'on a changé vraiment le développement chez le Canadien. On a mis beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Vous avez mis beaucoup d'efforts, toute l'équipe de coaching. Êtes-vous satisfait où est-ce que vous êtes rendu et que voulez-vous, comme équipe, accomplir dans les prochaines années chez le Rocket? Bien, regarde, je vais répondre à ta question. C'est important pour nous d'établir une culture. Une identité où on rentrait ici, on voulait une façon de jouer. Je ne te parle pas de système. On voulait une façon de jouer qui était propre à nous, où est-ce que le Rocket était reconnu pour une équipe que, on était détaillé dans notre façon de jouer. On était intense, puis ça, je pense qu'on l'a été. Là, on n'avait pas nécessairement les meilleurs alignements, mais on donnait tout le temps un bon spectacle, de la manière qu'on jouait. Puis cette année, c'est la première année où, avec le retour des vétérans, comme on disait, c'est ce qu'on disait à l'interne, on n'a pas eu l'impression qu'on avait besoin de se présenter. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui revenaient. On connaît. Les joueurs ont beaucoup participé à implanter justement la continuité de cette espèce-là de façon de jouer-là. Donc, ça a été vraiment rafraîchissant de voir ça cette année. Puis on a vu où est-ce que les bases étaient solides. Donc, c'était bien le fun pour nous autres de l'extérieur de voir ça où on prit le taureau par les cornes, puis on répétait et non pas présentait ce qu'on voulait. Puis tu avais les vétérans qui rentraient là-dedans. Puis eux autres l'avaient déjà acheté. Il n'y avait pas de doute. Donc, pour un jeune qui s'y greffe, c'est impressionnant, c'est le fun. Puis en même temps, il y a moins de zones grises. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir une pratique du Rocket, on sait quand un nouveau venu est là, parce que lui va être un peu derrière les autres quand on fait les sprints à la fin. Là, les nouveaux gars, même le gardien va être en avant de lui. Il y a une intensité dans la pratique. Mais on voit qu'on crie, mais on ne crie pas toujours au négatif. Là. C'est juste c'est l'intensité qui est importante dans la pratique. Hein? Ben, partons du principe que on a un système, on a Stéphano et puis Simon qui s'occupe du côté plus scientifique de l'entraînement en salle, puis on a un système catapulte là, qui va calculer justement l'intensité des entraînements. Fait que Joël s'en sert justement pour
Tu sais, je te donne un exemple. Moi, je pratique toute la semaine à 50%. J'arrive dans la situation de match, on me demande de jouer à 100. Risque de blessure. Là, à un moment donné, le corps ne suivra pas, il n'est pas prêt à ça. Donc, nous autres, on voit ça comme ça. T'amènes ton système à être capable justement de prendre cette charge de travail-là durant la semaine. Puis c'est sûr qu'il faut que ça soit bien établi. Là. Tu ne peux pas faire ça la veille d'un match. Mais quand c'est bien placé durant ta semaine, tu gardes ton intensité. Des fois, ça peut être plus long, ça peut être plus court. À ce moment-là, tu prépares bien tes joueurs justement pour l'effort qui est le match. Et puis, le corps n'est pas surpris, l'esprit n'est pas surpris. Et à ce moment-là, ils sont capables justement de focusser sur ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est très important. Nous, on est chanceux d'avoir un staff incroyable. Donc, de ce côté-là, là, on est bien servi. Puis, les joueurs le savent. C'est pas une question de punition. C'est une question de performance éventuellement en situation de match. Puis ça, ils l'ont bien compris. Encore une fois, quand je parle de communication, ça en faisait partie aussi. Puis aussi, voir les entraîneurs patiner plus vite puis plus longtemps que toi, c'est quand même... il faut que tu montes la barre un peu quand tu vois Joël, puis Marco, puis Daniel qui patinent tellement vite. On essaye, Alex, il y a encore un tir Ligue nationale, lui, Alex. Hein? C'est ça, on essaye une fois de temps en temps, là, à un moment donné, d'embarquer là-dedans. On fait partie de ça, on veut le montrer. Comme des fois, tu te ramasses à patiner des joueurs, puis OK, on va finir pour justement monter le système d'énergie. Puis là, tu es à côté sur ton bâton, puis tu fais juste le faire des lignes ou tu le fais faire un exercice qui est plus difficile. Ben, tant qu'à faire, embarque dedans, là, embarque avec la gang. Puis encore une fois, ça crée des liens qui sont le fun. C'est un petit peu ça. On est là pour ça. L'Histoire s'écrit est présentée par Tricolore Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le tricoloresport.com et entrez le code promotionnel Histoire CH10 lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10% sur votre achat. On est de retour avec l'entraîneur adjoint du Rocket de Laval, Daniel Jacob. Daniel, premièrement, on sait tous que toi, tu es en charge des défenseurs. Des défenseurs, écoute, c'est un rôle que tu ne peux pas accélérer. Toi, tu fais-tu un plan pour chaque joueur avant qu'il arrive ou est-ce que tu parles? C'est quoi exactement? Comment qu'on fait les plans fameux à Laval? J'entends toujours que chaque joueur a un plan spécifique. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu regardes-tu du vidéo avant? C'est quoi vraiment avant que le joueur arrive? Ben, c'est certain que le joueur est repêché par le scout. Nous, on le reçoit à Laval. On a quand même un historique sur le joueur. On va regarder des vidéos. On a accès à beaucoup de vidéos. C'est ce qui est très intéressant aussi. Et puis, à ce moment-là, ben, c'est justement d'établir un plan avec lui. Donc, on le voit pratiquer, on le voit jouer. On est capable techniquement, tactiquement, de travailler avec lui. Il y a beaucoup de vidéos qui vont être faites aussi sur glace, beaucoup d'enseignements. On parlait de criage tantôt. C'est pas toujours le cas. Mais c'est important aussi, au niveau de la Ligue américaine, l'information, il faut que tu en donnes. Parce que c'est comme ça qu'éventuellement, on s'améliore, puis de répéter, puis de répéter, puis de répéter. Puis à un moment donné, il faut comprendre aussi, puis ça, je dis tout le temps ça aux entraîneurs, c'est correct de corriger, mais quand le joueur le fait bien, c'est important de le mentionner aussi. Ouais. Parce que ça va tellement loin. Pouce, mais pouce égal, là, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est correct de dire non. C'est important de donner des solutions. Puis de l'autre côté, quand c'est bien fait, yes, c'est important de le mentionner aussi. Donc, le plan est fait, on travaille avec eux. Ils sont quand même loin de leur profit, mais ils ne sont pas tant que ça. Donc, c'est de faire relativiser un petit peu. Puis les jeunes sont à l'écoute, on est chanceux, on a une bonne gang. Les jeunes embarquent. Donc, c'est à nous de leur donner les outils. C'est à eux d'écouter, c'est à eux de nous challenger aussi parce que c'est un partnership qu'on a avec eux. Mais oui, pour chaque joueur, c'est pas tout le monde qui est pareil, c'est pas tout le monde qui se développe de la même façon, au même rythme. Donc, c'est à nous justement là, d'établir là, les barèmes, les grandes lignes. Puis, on ne peut pas planifier pour un an. Là. Donc, quand on parlait à la Ligue américaine au jour le jour, là, ben, c'est important de le faire aussi. C'est la même chose qu'on fait. Puis j'aimerais spécifier, quand on dit souvent, on entend le monde vont crier aux pratiques de Laval, mais c'est ça qu'on reconnaît, mais il y a tellement de conversations durant les pratiques qui durent beaucoup plus longtemps. Là, c'est des conversations, toi avec tes défenseurs, Joël avec ses attaquants. J'ai même vu une conversation peut-être quasiment 2 heures entre un Keith Kincaid qui n'était pas très content de sa situation et Joël a passé quoi, 1 heure et demie sur la glace. Sur la glace. Ouais. C'est vraiment une conversation. C'est ça vraiment l'important quand on parle des nouveaux gars, là, c'est de leur parler comme ils ne sont pas des robots puis pas des soldats. C'est juste les parler comme un humain, hein, c'est ça? Exactement. Tu lui dis ce que tu penses, ils vont dire ce qu'ils pensent. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de zone grise. Ça devient plus facile. Est-ce qu'ils ont besoin de tout savoir? Non.
Mais encore une fois, l'aspect communication est tellement important. Quand je disais tantôt, Marc, le pourquoi, ça serait pas fair pour moi d'aller voir un Xavier Ouellet puis de lui dire « Hey, on fait pas ça comme ça » ou « T'as manqué telle séquence, je me revirer de bord m'en aller. T'as manqué telle séquence, mais comment tu vois ça? Prochaine fois, qu'est-ce que tu vas faire? Lui donner les outils pour justement s'en sortir. La même chose avec le jeune. C'est bien beau de taper dessus, à un moment donné, il faut que tu lui donnes du gaz, il faut que tu lui donnes. Comment tu vas t'en sortir, vieux? On va travailler ensemble, puis moi, je le lâche pas, puis je le lâche pas. C'est pas nécessairement crier. De toute façon, il faut que les gens comprennent. Puis, il faut le vivre, là, mais à la place Belle ou au centre Belle, si tu cries pas, ils t'entendent pas. Fait que des fois, ça a l'air qu'on crie, mais des fois, c'est simplement des indications ou des directions, des directives qui sont. Il n'y a pas de criage là, mais tu n'as pas le choix. Puis surtout là, avec le masque, c'est encore pire. Il faut vraiment crier, mais sinon, je te dis, le côté communication est hyper important. Très, très, très important dans le développement du joueur. Puis justement, pour éviter les conflits, pour éviter les. Puis c'est correct, des fois, on va se faire challenger. C'est ça qui est différent cette année, c'est qu'ils vont le faire, mais ils vont demander pourquoi que je le fais. Mais je me rappelle, le temps que j'ai réalisé que c'était Alex Belzile, à un moment donné, j'allais lui demander pourquoi il te criait après, Joël, là, comme tu viens, il me criait, c'était tous des compliments. C'était vraiment gentil. Il était tellement content, il a dit « Je vais me rendre dans la Ligue nationale. » Je dis « Ah, OK, là, je comprends. » La perception est différente d'en haut. Puis c'est la même chose un peu, même de l'extérieur. Des fois, on est tous, on appelle ça morning quarterback. C'est toujours facile de juger ce qui se passe alentour. Mais quand tu es là au quotidien, c'est une réalité qui est différente, puis c'est pas contre personne, c'est comme ça, c'est comme n'importe quoi. Mais t'as pas le choix de crier comme entraîneur sur la glace, mais ça veut pas dire que tu cries des méchancetés ou c'est simplement parce que t'as pas le choix pour que les joueurs t'entendent. Tout simplement, même les entraîneurs, là, il faut changer les rondelles de côté, on n'est pas. Faut changer de bord, faut changer de drill. On n'a pas le choix de se crier après. Mais tout ça est fait avec amour. J'aimerais parler de quelques joueurs spécifiques parce qu'en ce moment, le Canadien, d'après moi, les espoirs du côté défensif, c'est tellement excitant. Puis il y en a plusieurs qui jouent chez vous, qui vont jouer chez vous, qui ont déjà joué chez vous. Mais j'aimerais te demander, c'est quoi une journée dans la vie de Daniel Jacob? Tu te réveilles et qu'est-ce qui arrive exactement? Je te dirais que ma journée a changé avec le départ d'Alex. Les journées sont un petit peu plus occupées. Ouais. C'est correct comme ça. Quand tu es entraîneur, je pense qu'il faut pas que la journée que tu comptes tes heures, il y a peut-être temps pour toi de penser à d'autres choses. Mais une journée typique, ça va être j'arrive à l'aréna vers 7 heures. Ensuite, c'est la préparation, que dépendamment des pratiques, la journée de pratique, dépendamment de ce qu'on va faire, que ce soit, moi, je vais être en charge des 2 unités spéciales, du PP et du PK. Ça, c'est bien correct avec ça. Je suis bien à l'aise avec les deux. Donc, ça va peut-être être tweaker mon vidéo, préparer mon vidéo de défenseur. J'aime bien faire des vidéos individualisées avec les défenseurs. Surtout là, on a une semaine, pas de match. Donc, quel beau moment pour rencontrer chacun individuellement et lui présenter quelques trucs qui s'est passé dans les derniers matchs. Donc, que ce soit ça, que ce soit du piqué avant la pratique, là, on va avoir des meetings avant pour présenter justement l'entraînement sur glace. On va faire souvent 2 entraînements parce qu'on est 32 joueurs, donc physiquement à 32. Ils sont séparés en 2 groupes, là? Ah. Bon, on n'a pas le choix, hein? Fait que des fois, ça va être le groupe qui joue, le groupe appelons-le le taxi squad aussi. Des fois, on les sépare half and half. Des fois, c'est les unités spéciales. On essaie de changer le vibe un petit peu aussi pour pas que ça devienne monotone. Puis là, dépendamment des heures de pratique, là, je vais revenir chez nous là, vers la journée de pratique là, vers 3-4 heures de l'après-midi. Puis quand c'est journée de match, on arrive à 7 heures, mais après le match, là, j'ai beaucoup de vidéos à faire. C'est ça. Habituellement, là, des fois même, on va. On ne couchera pas à l'aréna, mais pas loin. Puis c'est correct, ça fait partie du métier. Puis on deal très bien avec ça. Des fois, c'est plus facile, c'est plus difficile avec la famille. Encore une fois, on est bien appuyé là-dedans. J'aimerais te demander, il y a un joueur en particulier, toi, comme qu'on a mentionné, tu es le gourou des défenseurs. Il y en a un en particulier que le monde me demande toujours, c'est Josh Brook. Le monde s'attendait qu'après 74 points dans la WHL, qu'il allait juste dominer. Écoute, ce n'était pas le cas. On voit qu'il prend un peu plus de confiance, mais c'est quoi ton aperçu de Josh Brook dans ses premières? Là, ça fait environ 1 an et demi qu'il est dans le hockey professionnel. C'est quoi ton avis au sujet de Josh Brook? Il faut faire attention à ça, le côté point.
Parce que si on fait, mettons, dans le junior, là, il y en a plein qui ont fait 100 points, 40 buts, 120 points, puis arrivent au niveau de la Ligue américaine. Greylock, ouais. Tu sais, on parle de dizaines de points, de douzaines de points, même pas, là, après des saisons là, percutantes au niveau junior. Donc, l'offensive n'est pas la même au niveau junior, au niveau de la Ligue nationale. Puis des fois, c'est le contraire. Tu as le kid qui va avoir un 70 points dans le junior, va arriver au niveau de la Ligue nationale, puis ça va débloquer. C'est des réalités qui sont différentes. Josh est arrivé avec nous autres, avec des attentes. Ça, il faut le gérer, ça, en tant que jeune, en tant que famille, tu sais. Puis c'était des grosses attentes. Je me rappelle même qu'on parlait de lui comme étant là, le 7e défenseur à sa première année. Puis, je veux pas, les attentes, des fois, c'est pas tout le monde qui les gère de la même façon. Josh, c'est un gars qui est très, très, très talentueux. C'est un gars qui est arrivé, comment je pourrais dire, un peu immature dans sa façon de jouer la position de défenseur. Il était jeune, là. Il était jeune pareil, là. Ben, il était jeune. Puis là, tu joues 30-35 minutes, pas nécessairement de la bonne façon parce qu'on veut que tu fasses des points, puis c'est ton rôle au niveau junior. Puis là, on t'amène ici dans la Ligue américaine, qui est une ligue nord-sud, extrêmement physique. Pas d'avantage numérique. Oui. Là, l'avantage numérique, tu ne l'auras pas tout de suite, c'est pas donné à toi. Puis là, on va te demander de jouer un peu à des avantages. Donc, c'était beaucoup d'informations qui lui étaient lancées. Je pense qu'il était un petit peu overwhelmed par ça. Tu as beaucoup de va-et-vient. Tu n'as pas nécessairement ton partenaire tout le temps de jeu, là, tes petites pantoufles. Physiquement, ça a été peut-être un petit peu plus dur pour lui. Là, on le voit, là, déjà cette année, tu sais, sa prise de décision est meilleure, il a pris un petit peu en maturité, sa préparation de match a changé. Es-tu parfaite? Non, mais ça, c'est quelque chose qui devait travailler aussi, des choses qu'on ne sait pas, tu sais. Et puis, au niveau physique, il est plus fort, est capable de s'engager physiquement plus rapidement, est capable de tuer le jeu plus rapidement aussi, ce qui est très important. Tu sais, des fois, on tue pas le jeu dans le coin, le jeu continue, puis il y a quelqu'un d'autre qui va se faire blâmer, mais ultimement, si ça s'était terminé dans le coin, on n'en parlerait pas. Donc, c'est important pour un défenseur d'être capable, justement, physiquement, là, d'être efficace. Donc, c'est ce qu'on voit cette année. Il a fait ses devoirs. Même en période de pandémie, je pense qu'il était très bon. Donc, on va continuer de travailler avec lui. Puis comme je disais tantôt, le développement est individuel à tous et chacun, de tout plein de façons. Donc, je peux entendre Joël Bouchard dire Amazon d'ici. Tout le monde veut tout de suite avec Amazon, mais... C'est ça qu'on veut maintenant. C'est ça, notre société. C'est juste pas réalistique. On tout de suite. C'est là, mais c'est pas ça. Moi, j'avais mes impressions quand je me suis rendu dans la Ligue américaine. J'ai quand même couvert pendant 3 années. J'ai pensé, si t'es bon dans la Ligue américaine, tu peux jouer dans la Ligue nationale. Puis la plupart des gars, c'est ça, là. La plupart des gars devraient aller directement en Ligue nationale. J'avais tort. Moi, j'ai appris que j'avais beaucoup à apprendre. Toi, qu'est-ce que tu as appris dans ton temps en tant qu'entraîneur dans la Ligue américaine? T'avais-tu quelque chose que tu anticipais qui n'est pas arrivé ou c'est quoi ta plus grande leçon que tu as appris? Non, ben tu sais, les leçons justement de gérer de gérer ces espèces d'attentes-là avec le joueur. Tu sais, parce que moi, je gère pas les attentes envers lui. Moi, je gère le quotidien. On veut gérer le quotidien. On veut les apprendre à gérer le quotidien. Qu'est-ce qu'ils contrôlent? Donc, ça, c'est hyper important. Tu sais, dans le junior, les gars sont plus jeunes. C'est pas nécessairement les mêmes réalités. Là, t'as des gars avec des familles, des derniers contrats, des attentes élevées par rapport au rang au repêchage. Donc, tu jongles avec pas mal plus de trucs à l'extérieur, disons, du hockey. Donc, ça, c'est une chose que j'ai remarqué. Puis, encore une fois, la communication. Puis, tu sais, je ne suis pas le gourou des défenseurs. Là, j'aime pas ça dire ça. Tu sais, je me considère comme un bon entraîneur, un bon communicateur. Donc, ça m'a aidé là-dedans. Mais il y a beaucoup de choses alentour du hockey dans la Ligue américaine. Puis, bien entendu, le va-et-vient. Tu sais, c'est assez impressionnant quand tu passes, je pense, c'est au-dessus de 70 joueurs dans une année là, ou en 2 ans. Là, tu sais, les 2 premières années, je pense, c'était 86 et 82. 86 voilà. et 82, là, c'était ridicule. C'est voilà. rendu à quasiment 160 après 2 années. Exact. Donc, tu sais, ça, c'est une réalité que moi, je ne connaissais pas au niveau junior. Mais ceci étant dit, le hockey est ce qui est. Puis, tu sais, on est tellement choyé d'avoir des bons gars. Des gars qui embarquent dans notre plan, des gars qui se dépassent, qui se poussent entre eux. On a du bon leadership. Donc, tu vois d'année en année la progression. Puis ça, pour un start, c'est très, très, très cool. Là. Parlons d'un gars qui a du leadership naturel. Il n'a pas duré longtemps. Il est retourné dans la Ligue de l'Ouest. Il va être capitaine de Prince Albert, un dénommé Caden Gooley.
tous les gars me disent, écoute, là, premièrement, c'est un gars de 40 ans. Oui, il a 20 ans, mais il a 20 ans d'expérience. Là, comme, il se présente comme un vétéran. C'était quoi tes impressions? Moi, j'aimerais entendre tes impressions de ses talents de hockey. On entend souvent que c'est un bon gars. Mais c'est-tu un bon joueur, Kaiden Guhle? Tu penses que 40 ans, jusqu'à temps que tu te rendes compte qu'il y a juste 4-5 poils blonds qui sortent de son menton. Là, tu te rends compte, tu te dis, OK, c'est bon. Il y a vraiment juste 18. Mais comme joueur de hockey, c'est un joueur qui a une présence sur la glace. C'est pas juste un gros bonhomme, c'est un gars qui se déplace très, très bien, autant latéralement qu'avant-arrière. Ses transitions sont efficaces, bouge bien la rondelle. Son sens du jeu aurait pu... ça allait vite, là. Ça va vite, là, le stade junior comme ça. Oui. Lui avait joué au championnat du monde, genre, il n'avait pas joué depuis ce temps-là. Il est rentré, a pris des bonnes décisions, a gardé ça simple, était capable de bien s'adapter au jeu de la Ligue américaine. Mais tu sais, ce qui est cool de retourner junior, on l'a regardé avec nous autres. Là. C'est ça que j'allais demander, oui, hein? Tu l'as regardé, oui. On aurait bien aimé ça. Travailler avec des joueurs comme ça, c'est bien le fun. Surtout que, tu sais, il est assis sur le bout de son banc, puis il t'écoute, puis il boit ce que tu dis, tu sais. Donc ça, c'est vraiment le fun. Il emmagasine, puis il exécute aussi. C'est ce qui est très trippant. Mais d'un autre côté, tu sais, défensivement, il était très bon. Physiquement, il y a encore de la place. Tu sais, j'ai pas hâte de voir dans une couple d'années ce qui va arriver avec ça, parce que c'est un bon joueur de hockey, c'est une bonne personne, c'est un gars qui se prépare bien, c'est un gars qui est mature. Tu sais, il va avoir une bonne carrière dans la Ligue nationale. Il continue à grandir. Wow! Qu'est-ce qu'ils mettent dans le lait là-bas? Là? Je sais pas. Mais puis d'un autre côté, de retourner junior, travailler sur un rôle de leadership, prendre beaucoup de minutes, de développer son côté offensif encore plus. Il y a beaucoup de positifs. À un moment donné, selfishly, moi je dirais, on l'a regardé, mais de l'autre côté, on comprend que c'est une question de règlement, mais il a fait écarquiller beaucoup d'yeux, lui. Mark Habscheid va être très content qu'il revienne à Prince Albert. Ça, je le sais. S'il est bon, on va le reprendre, nous autres. Parlons de Gianni Fairbrother. Intéressant. Moi, je pense un très bon patineur. Peux-tu m'expliquer un peu de ce que Gianni amène à l'équipe? Oui. Gianni, il faut comprendre qu'il était quasiment 2 ans arrêté avec des blessures aux épaules. Donc, il n'y avait pas beaucoup de hockey dans les dernières années, plus la pandémie. On l'avait vu il y a 2 ans au camp des recrues, puis on l'avait bien aimé. C'est un gars qui, même, je te dirais, des fois, tu fais une farce, puis il y a 2 choses que tu te dis. Soit que je suis vraiment pas drôle, ou il n'a pas compris ma farce. C'est un gars business. C'est un gars business. Il vient à l'Arena pour travailler. Encore une fois, c'est un gars qui pose les bonnes questions, qui est intéressé. Sur la glace, il se déplace très bien. C'est un gars qui est extrêmement physique. Il n'a pas peur des confrontations. Il va aller chercher la grosse mise en échec quand c'est le temps. Des petites choses à travailler défensivement, comme n'importe quel défenseur. Une prise d'information qui est plus rapide, avec du jeu plus rapide, une meilleure utilisation de son bâton. Il y a des petits trucs comme ça qu'on doit... il y a un bon lancer, un bon flair offensif. Donc, ça a été le fun de voir sa progression à l'espace de peu de matchs. Un autre joueur qu'on aurait aimé voir sur du plus long terme, puis qui va avoir aussi un bon rôle avec son équipe junior. Donc, il a tellement bien fait qu'ils lui ont offert un contrat. Donc, good for him. Là, c'était well-deserved, comme on dit. Et finalement, j'aimerais te demander au sujet, il y a un joueur que moi je trouve il est tellement intéressant, puis je pense vraiment qu'il y a du potentiel de Ligue nationale. On voit cette année, il y a beaucoup plus de confiance. C'est un bon corps arrière de l'avantage numérique, un dénommé Otto Leskinen. Yes, je suis content que tu m'en parles. Le monde n'en parle pas souvent. Moi, je pense que si je rappellerais quelqu'un, ce serait probablement un des premiers. Un très bon patineur, une bonne vision. Parle donc de Otto Leskinen un peu. Otto... Je te mentirais de te dire que c'est une surprise parce que son adaptation au côté nord-américain à la game ici au Canada, là, exceptionnelle. Non seulement au niveau de la glace, mais au niveau du hors-glace. C'est un gars qui est aimé de ses coéquipiers. Encore une fois, qui a une très bonne attitude, le sourire facile, une très bonne préparation, très professionnelle dans son approche. Au niveau hockey, là, d'année en année, de semaine en semaine, de mois en mois. Oui. Tu sais, c'est une belle courbe de progression. Comme tu disais, c'est un gars qui va jouer désavantage numérique, va jouer avantage numérique, lit bien les situations. Puis la chose qui a amélioré le plus au niveau défensif, quand je parlais tantôt des confrontations à 1 contre 1 et puis d'être
d'être capable là, de, son gap est bon, comme beaucoup d'Européens là, patinent très, très bien, se déplacent très, très bien, est très mobile. Ça le sert beaucoup, mais des fois, la mobilité fait que tu t'engages pas physiquement. Puis c'est ce qu'il fait cette année. Il fait les deux. Il est efficace, il sépare les joueurs de la rondelle. Il est capable de sauter dans le jeu, justement, parce qu'il est capable de séparer en zone défensive, là, sépare la rondelle, ce qui lui permet de sauter dans le jeu puis démontrer le côté offensif. Tu sais que c'est un joueur, c'est un défenseur sur 200 pieds. C'est un petit gars qui est le fun à travailler avec au quotidien. Moi, j'ai beaucoup de temps pour lui. Puis je suis content que tu en parles parce que fait très bien avec nous. C'est comme je disais tantôt, la courbe de progression. Là, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Moi, c'est le sorte de gars que j'aime me fermer les yeux des fois, puis oublier tout, puis là, les rouvrir, puis dire c'est quel le gars qui vraiment là, qui saute. Puis Otto Leskinen, c'est un gars qui va sauter dans la glace. Tu te dis, waouh, il y a quelque chose. Il y a un bon début là. de saison, tu sais. C'est de match en match, tu sais à quoi t'attendre. Puis le côté physique, c'était vraiment ça. Soyons honnêtes, là, c'était pas un défaut, mais il évitait ça. Non, mais c'était quelque chose à travailler parce que c'est une réalité différente. Quand tu vas en Europe, la glace est tellement grande souvent. Ta mobilité va faire la moitié de la job. Passe des semaines sans voir l'autre gars qui joue cette affaire. Là, il faut que tu cries. Là, c'est vrai, il faut que tu cries. Si tu penses qu'on crie à Laval, c'est pas vrai. On crie en Suisse encore plus. Hey, Daniel, parle-moi donc de... Je vois quelque chose d'intéressant derrière toi. Je trouve c'est de l'art de hockey. Puis moi, j'adore ça. Je suis toujours intéressé d'aller chercher des beaux morceaux d'art. Donc, explique-moi donc un peu ce qu'il y a derrière toi en ce moment. Je suis content que tu le remarques. Ça, c'est Laurent Rousseau qui était un des propriétaires des Rousseau. Puis son fils est un ami personnel, Maxime. Puis il fait ça, c'est un acrylique. Lui, c'est un fan du Canadien depuis de longue date. Et puis, c'est un acrylique. Là, comme on peut voir, tu as l'espèce de 1 avec la rondelle en bas, le 0 qui est le point de mise au jeu, donc 10 pour Guy Lafleur, qui était un de ses joueurs préférés. Il en fait tout plein, mais tout le temps relié au hockey. Okay. Donc, tu sais, il y a tout un petit quelque chose qui va toucher au hockey, que ce soit une ligne bleue, des traces de patins, puis tout ça est fait là, à sa maison. Donc, tu sais, c'est... moi, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment content. Donc, ça me fait grand plaisir là, de mettre ça dans ma maison et d'en profiter là, à tous les jours. Bon, ben c'est fantastique. Puis on parle d'or en ce moment. On sait que quand je parle d'autres joueurs qui jouent contre le Rocket, puis ça va te faire content, ils haïssent jouer contre le Rocket. Puis c'est pas qu'ils veulent pas. Ils haïssent. Quand Veilleux est venu ici, il a dit « Je suis content parce que dans le temps, là, on encerclait Laval puis on disait « Ah, Sakidou, comme ça, c'est un mal de tête. » Donc, les choses, d'après moi, vont un peu mieux à Laval. Es-tu satisfait du travail que vous avez fait dans les dernières 2-3 années? Tu sais, on est satisfait parce qu'on voit des résultats, on voit les jeunes progresser, on les voit maintenant dans la Ligue nationale ou cogner à la porte de la Ligue nationale. Donc, c'est un peu ça notre mandat. Puis d'un autre côté, tu ne peux pas être satisfait parce qu'au quotidien, il faut que tu continues de bûcher, il faut que tu continues d'être détaillé, il faut que tu continues de communiquer, il faut que tu continues de donner de l'information parce que c'est un travail continu. Là. Donc, oui, on est satisfait, mais d'un autre côté, tu ne peux pas l'être non plus parce que d'un autre côté, nous, tu veux gagner, puis tu veux développer, donc faut que tu marches à cheval sur cette ligne-là pour être capable de faire les deux là, pour plaire à tous et chacun. Mais on a une belle gang. On a les entraîneurs, on s'entend très, très bien. On a un staff, un support staff qui est outstanding. Donc, on est très choyés et on est content. Il y a beaucoup de positifs de tout ça. Moi, je dis toujours qu'être entraîneur dans la HL, c'est un peu comme il faut que tu complètes un casse-tête, mais il te manque des morceaux, puis il y a d'autres morceaux qui s'en viennent, puis il y a d'autres morceaux qui perdent, puis il y a d'autres morceaux qui disparaissent. Mais il faut être honnête, les joueurs sont à Laval, sont chanceux. Comme tu dis, c'est un bon programme. Ils ont accès à les meilleures facilités. Ils ont tout et professionnel chez le Rocket. Évidemment, en ce moment, on ne peut pas accéder au match, mais je suggère fortement à tout le monde, quand vous aurez la chance, allez voir un match du Rocket. C'est du bon hockey, c'est bon, pas cher. On peut prendre le métro 3 piastres et demi. On est rendu là. Exact. Donc, et vous allez voir les futures étoiles du Canadien. Donc, merci beaucoup, Daniel. Grandement apprécié et on a hâte de vous voir en personne à Laval. On a hâte de voir nos fans aussi, puis je te remercie de l'invitation, c'est bien apprécié. Un grand merci à Daniel Jacob. J'adore parler à Daniel, tellement intelligent, puis on est chanceux de l'avoir dans l'organisation. Non seulement dans le fait qu'il fait du bon travail du côté des défenseurs, puis on sait, là, le Canadien a un des meilleurs groupes d'espoir du côté défensif. Donc, Daniel Jacob, très, très important
du côté de l'organisation. On est chanceux de l'avoir. Spécialement en ce moment, on sait qu'il y a beaucoup plus de responsabilités étant donné que Alex Burrows est à Montréal. Mais on n'est pas seulement chanceux d'avoir Daniel Jacob. Écoute, on est chanceux de regarder un peu le hockey. Moi, j'aimerais donner un grand merci à tous ceux qui travaillent fort partout, qu'on ait la chance, le privilège de regarder un peu le hockey. C'est tellement important d'être distrait en ce moment. On sait que le monde n'est pas parfait. Imagine ça sans le hockey, ça serait un peu moins le fun. Donc, un grand merci à tous ceux qui travaillent fort, tous ceux qui font des grands sacrifices. C'est grandement apprécié. Je suis tellement chanceux d'avoir la chance de parler au sujet du hockey. Donc, merci, merci, merci. Merci à vous de nous avoir rejoints à nous. C'est grandement apprécié. Comme d'habitude, on va sauter d'une semaine à l'autre. Anglais, français, français, anglais. Donc, cette semaine, c'est en français. La semaine prochaine, ça va être History in the Making en anglais. N'oubliez pas d'envoyer vos questions au compte Twitter du Canadien avec le mot-clic de Mandat Dumont. Et n'oubliez pas, l'Histoire s'écrit est disponible partout où vous obtenez vos balados. À la semaine prochaine.